Regardez Al 4 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, les forces d'occupation sionistes violent une énième fois l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le bilan s'élève à 69 546 martyrs et 170 833 blessés, alors que l'Union européenne s'engage à fournir 88 millions d'euros d'aide à la Palestine. Chose promise, chose due, la Banque extérieure d'Algérie annonce l'inauguration de sa première filiale à 100% en France à travers 3 succursales. Dossier ce soir avec nos 2 invités, Mohamed Hani et Saad Lanani. On ira également en Afrique du Sud où le G20 tient une nouvelle fois son sommet annuel. Créé pour stabiliser l'économie mondiale, le forum est devenu un espace de confrontation entre visions divergentes du monde. Et enfin, conflit en Ukraine, Washington propose aux belligérants un plan de paix en 28 points. Entre non-adhésion à l'OTAN et limitation de l'effectif militaire ukrainien, les détails dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les forces d'occupation sionistes ont une énième fois violé ce vendredi l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur il y a un peu plus d'un mois dans la bande de Gaza. Rien que depuis l'aube, au moins 4 enfants en bas âge ont été grièvement blessés et transférés à l'hôpital Shifa au nord de la bande suite à une nouvelle frappe dans la zone résidentielle de Salatin à Beit Lahia. Le bilan s'élève aujourd'hui à 69 546 martyrs et 170 833 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. L'Union européenne a annoncé son intention de fournir environ 88 millions d'euros pour aider la Palestine. Lors d'une conférence des donateurs tenue jeudi dans la capitale belge Bruxelles, la commissaire européenne chargée des affaires méditerranéennes a déclaré aux journalistes à l'issue de la conférence des donateurs avoir signé pour plus de 82 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 6 millions d'euros déjà annoncés. La solidarité internationale avec la cause palestinienne ne faiblit pas. Le conseil municipal de Philadelphie dans l'État américain de Pennsylvanie a adopté une résolution instituant le 29 novembre de chaque année comme journée de solidarité avec le peuple palestinien, inscrivant ainsi cette date au calendrier officiel de la ville. La résolution salue le rôle historique de la communauté palestinienne à Philadelphie, dont la présence qui remonte au début du XXe siècle et souligne que les Palestiniens constituent une composante essentielle du tissu social de la ville. On pourrait croire que les Palestiniens de Gaza ont regagné leur maison depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, mais en réalité, ils sont des centaines à être déplacés, crèchant toujours dans des tentes de fortune, et les premières victimes sont bien sûr les enfants. La majorité d'entre eux devenus orphelins, ils errent au milieu des décombres sans nulle part où aller. Notre foyer chaleureux, les réunions de famille et nos rires me manquent. Notre école me manque. Quand mes frères et sœurs et moi y allions ensemble, heureux, en riant au chemin. Mais maintenant, tout a changé. Je vais continuer mes études seule, vivre ma vie seule et tout faire seule. Sans ma famille, ça sera difficile, mais je vais essayer. Au lieu de vivre une enfance normale, c'est nous qui remplissons de l'eau. Allons à la cuisine communautaire, chercher à manger et ramasser du bois de chauffage. Nous espérons mener une vie normale comme les enfants du monde entier. Après 2 ans de guerre qui ont détruit notre maison et notre quartier, nous avons perdu notre école, mes amis ont été tués et maintenant nous n'avons nulle part où vivre. Notre école a été bombardée et nous ne savons pas où aller, où jouer, où s'asseoir pour discuter. Tout a été détruit. En Cisjordanie occupée, les agressions sionistes s'enchaînent. 2 adolescents palestiniens âgés de 16 et 18 ans sont tombés en martyrs ce vendredi matin après avoir été grièvement blessés par des tirs des forces d'occupation dans la localité de Kafar Aqab, au nord de la ville d'Al-Quds occupée.
Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, la Société du Croissant Rouge palestinien indiquait que ses équipes avaient pris en charge deux blessés dans un état critique, touchés par des balles réelles au cours de l'agression, avant de les transférer à l'hôpital. Elle se retirait d'Oum el-Sharait vers Kufr Aqab et c'était fini. Nous passions et nous les avons vus. De loin, nous les observions. Ils étaient à côté de notre ami et on dirait qu'un tireur embusqué de la force d'occupation était en position dans un bâtiment. Notre ami était debout à regarder. Il ne portait pas de pierre et ne lançait pas de pierre. Le tireur d'élite lui a tiré dans la poitrine et il est mort sur place. Notre ami à côté de lui a reçu 2 balles dans la main. L'acharnement sunniste contre le Liban ne cesse de s'intensifier. La force intérimaire des Nations Unies dans le pays a annoncé jeudi avoir enregistré plus de 10 000 violations aériennes et terrestres sionistes sur le territoire libanais depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fin 2024. La FINUL a notamment fait savoir que depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, elle a enregistré plus de 7 500 violations aériennes et environ 2 500 violations terrestres au nord de la ligne bleue à l'intérieur du territoire libanais. On en parlait tout à l'heure en titre, chose promise, chose due. La Banque extérieure de l'Algérie, la BEA, annonçait jeudi l'inauguration de sa première filiale à 100% en France à travers 3 succursales dans le cadre de sa stratégie d'expansion internationale. Une étape qualifiée d'historique par la banque publique. Commentaire Kherdin Batache, récit Leila Gertal. Il s'agit d'un pas de plus vers l'inclusion financière en Algérie. La Banque extérieure d'Algérie se dote de sa première filiale à 100% en France à travers l'ouverture de 3 succursales dans le cadre de sa stratégie d'expansion internationale, une étape qualifiée d'historique par la banque publique. La BEA, première banque en Algérie, est classée en 2025 parmi les top 10 des banques africaines, poursuit sa mission d'accompagnement de la croissance et offre des solutions innovantes à ses clients, explique le directeur général de la BEA internationale, Laboul Yamin. L'ouverture de cette filiale, ajoute-t-il, répond à un besoin réel, offrir aux investisseurs et aux acteurs du commerce extérieur un interlocuteur bancaire de proximité capable de comprendre leurs attentes et d'y répondre efficacement. La démarche s'inscrit ainsi également dans la vision promue par le président Abdelmadjid Tebboune, celle d'une internationalisation du secteur bancaire algérien afin d'être capable d'accompagner la dynamique des exportations hors hydrocarbures. L'ouverture de ces 3 nouvelles agences permettra également de répondre aux besoins de la communauté algérienne en France en matière de financement de leurs projets ou d'accès à des services bancaires algériens, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance pleine et entière à la mère patrie. Et justement, pour en parler plus en profondeur, nous rejoignent en direct Saad Lanani et Mohamed Hani, tous 2 députés et membres de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, Saad Lanani, je vais commencer tout d'abord avec vous. C'est donc une promesse tenue par la BEA qui travaillait, on le sait, depuis des années à l'ouverture de succursales en France, n'est-ce pas ? Évidemment, le développement de l'Algérie est étroitement lié au développement du secteur bancaire et l'ouverture des succursales de la BEA en France constitue réellement un important pas vers le développement du secteur bancaire et du développement tout court de l'Algérie. Il faut savoir que les banques en France étaient une demande pressante de plusieurs députés algériens, notamment les députés de l'immigration et même des députés nationaux, qui ont à chaque fois demandé que les banques soient présentes en France, parce qu'en France, il faut savoir qu'il y a un potentiel d'évolution énorme. Et il s'agit actuellement de faire un pas vers la communauté. Il faut établir un lien de confiance, parce que dans le secteur bancaire, dans les finances, c'est le secteur de confiance qui compte. Donc, on est sur un pas positif et très important pour le développement de l'Algérie et de permettre à la communauté algérienne de se réaliser en France.
Mohamed Hani, pour reprendre les mots du directeur de la BEA, ce pas marque aussi une étape majeure dans la stratégie d'expansion internationale de la BEA, qui est la première banque en Algérie. Alors entièrement, tout à fait, c'est un plan d'expansion à l'international et d'implantation dans des pays très importants tels que la France, où nous disposons d'une forte communauté algérienne. De la même manière, c'est une manière de montrer que la banque algérienne aujourd'hui, elle peut défier des banques étrangères sur les marchés internationaux. Et c'est un moyen aussi de se rapprocher de notre communauté établie en France, qui est très importante, et de donner une image plus que positive qui permettra d'accompagner le développement que l'Algérie connaît depuis quelques années. Voilà, Saad Lanani, comme vient de le dire Mohamed Hani, c'est aussi une prouesse qui est portée notamment par les membres de la communauté nationale établie à l'étranger, n'est-ce pas? Et, bien entendu, la communauté algérienne en France attendait avec beaucoup de patience cette réalisation qui vient de se faire avant-hier. Donc, on est très, très content. On attend la réalisation de ce projet sur le terrain. L'équipe de la BEA est une équipe qui me semble très dynamique, jeune et portée vers le secteur de l'activité économique. Et elle dispose, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un potentiel énorme au niveau de la France. Et c'est à elle maintenant d'établir ce lien de confiance, ce lien de travail avec la communauté pour pouvoir évoluer et faire évoluer le secteur économique en Algérie. Il faut se rendre compte de l'importance de l'évolution du développement de l'Algérie. Sans secteur bancaire évoluer à l'international, il est quasiment impossible d'évoluer de façon harmonieuse au niveau international. Merci beaucoup Saad Lanani, merci également à vous Mohamed Hani de nous avoir éclairés. À bientôt messieurs. Sahara occidental, les membres de la Commission de l'agriculture du Parlement européen ont rejeté jeudi le nouvel accord conclu entre le Maroc et l'Union européenne concernant les produits provenant des territoires sahraouis sous occupation marocaine, le qualifiant, je cite, de honte selon des rapports médiatiques espagnols. Cela est intervenu lors de la session organisée par la Commission pour débattre de cet accord conclu début octobre entre les deux parties et portant notamment sur l'amendement proposé par la Commission européenne au règlement relatif aux normes de commercialisation, en particulier la question de l'étiquetage du pays d'origine pour les produits importés hors de l'Union européenne vers le marché européen. La voix des Sahraouis de l'étranger se fait entendre en France. Ce vendredi, un événement organisé pour célébrer la Marche verte de 1975 a été annulé en région parisienne sous la pression exercée par la mobilisation de tous les Sahraouis de la diaspora. Les détails, Naïla Hamouda. Pour la première fois depuis 50 ans de colonisation, la jeunesse sahraoui réussit à faire entendre sa voix en France. L'événement organisé pour célébrer la Marche verte de 1975 a été annulé à Bellevilloise, une victoire symbolique pour la lutte du peuple sahraoui et pour le respect du droit international. Cette annulation fait suite à la mobilisation de jeunes sahraouis, d'étudiants, de demandeurs d'asile et de militants de la diaspora, soutenus par des associations françaises de solidarité avec le peuple sahraoui. Ces citoyens dénoncent l'instrumentalisation d'un lieu public financé par des fonds municipaux pour promouvoir une occupation illégale. Organisé par des associations marocaines, il avait été dénoncé comme une opération de propagande visant à légitimer l'occupation du Sahara occidental. Cette victoire symbolique à Paris n'est pas seulement un succès ponctuel, elle témoigne de la force et de la résilience de la jeunesse sahraoui. Alors que les voix de leur peuple restent souvent étouffées dans les médias internationaux, ces jeunes montrent que la détermination et l'action collective peuvent faire triompher la voix de la vérité. Leur combat pour la justice, le respect du droit international et la reconnaissance des droits du Sahara occidental continue, inspirant à la fois la diaspora et les consciences solidaires à travers le monde. Malgré 50 ans d'occupation et de silence imposé, le peuple sahraoui refuse de tomber dans l'oubli et affirme son droit à disposer de lui-même. Bien que paraissant minime, cette annulation est une victoire contre le fait colonial.
L'Union européenne et l'Afrique du Sud ont signé jeudi un protocole d'accord sur des matières premières stratégiques à la veille du début du premier sommet du G20 sur le continent africain. Il s'agit du 4e partenariat du genre signé entre l'UE et un pays africain après la Namibie, la République démocratique du Congo et la Zambie. À noter que l'UE est en quête de diversification de l'approvisionnement de ces matériaux nécessaires aux industries et aux nouvelles technologies. Le partenariat est présenté comme gagnant-gagnant avec la possibilité pour Pretoria de ne pas se contenter seulement d'extraire les minerais, mais de créer des emplois supplémentaires. Justement, à l'heure où les équilibres géopolitiques se redessinent, le G20 tient une nouvelle fois son sommet annuel. Créé pour stabiliser l'économie mondiale, le forum est devenu un espace de confrontation entre visions divergentes du monde, entre présence marquante, absence symbolique et poids croissant des pays émergents, notamment l'Afrique du Sud. Ce G20 reflète plus que jamais les fractures du système international, les enjeux d'un sommet décisif dressé par Imen Merad. Le G20, un rendez-vous incontournable qui réunit les principales puissances économiques de la planète. Créé en 1999 après les crises financières asiatiques, il avait pour objectif d'éviter de nouveaux chocs économiques en coordonnant les grandes économies. Mais en 25 ans, le forum s'est transformé d'un espace technique et financier à une arène politique mondiale où se négocient autant les équilibres géoéconomiques que les rapports de force stratégiques. Au cœur de cette édition, 3 dossiers majeurs. La stabilité économique mondiale face au risque de récession dans plusieurs régions. La transition énergétique rendue urgente par l'enchaînement de catastrophes climatiques. La reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, un enjeu vital pour les pays industriels comme pour les économies émergentes. Cette année encore, le G20 met en lumière l'influence grandissante du Sud global. Et dans ce paysage, l'Afrique du Sud occupe une place stratégique. L'Afrique du Sud défend également une approche équilibrée. Elle dialogue avec de puissances occidentales tout en maintenant une coopération stratégique avec la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. Une diplomatie multi-alignée qui renforce sa crédibilité comme médiateur entre blocs rivaux. Le G20 accueillera la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et bien sûr l'Afrique du Sud, très attendue sur les questions d'équité et de transition écologique. Par ailleurs, le sommet sera aussi marqué par des absences symboliques. Le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine sera quant à lui représenté par son ministre des Affaires étrangères. Certains dirigeants du Moyen-Orient, mobilisés par les tensions régionales, pourraient également manquer à l'appel. Dans un monde profondément fragmenté, le pays hôte tente malgré tout de préserver l'esprit du G20, celui d'un espace de dialogue où les économies, les puissances, mais aussi les plus vulnérables cherchent un terrain d'entente. Pour l'Afrique du Sud et plus largement pour le continent africain, ce G20 sera une opportunité diplomatique majeure. Montrer que l'Afrique peut aussi peser dans les décisions internationales, non seulement comme terrain de ressources, mais comme acteur autonome et actif. Et puis retour sur les différentes activités qui se tiennent en marge du G20. Notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Mohamed Falgani, a assisté à la première conférence sociale du G20 où les participants se sont concentrés sur des thèmes variés tels que l'inclusion numérique, la transition juste, la justice climatique et le financement durable. La conférence sociale du G20 a été extrêmement inspirante et nous a offert l'opportunité de prendre la parole, d'échanger et de formuler des recommandations politiques afin que notre voix soit entendue. Nous parlons également au nom des jeunes d'Afrique du Sud et nous espérons avoir un impact mondial et encourager la jeunesse partout dans le monde à s'engager dans cette initiative exceptionnelle. J'ai participé à la conférence des enfants du G20. Nous avons élaboré une déclaration qui a été remise au président. C'était la première fois que nous étions réunis dans un événement de cette ampleur, ce qui nous a permis de faire entendre nos voix et de contribuer concrètement au changement. Je pense que le pays avance dans la bonne direction. Nous remercions le gouvernement sud-africain d'avoir rendu possible la mobilisation à la base en assurant la participation de nombreuses organisations de la société civile et les institutions politiques afin de formuler des propositions et solutions pour l'avenir de l'Afrique du Sud.
Les Sud-Africains heureux ce vendredi d'accueillir le G20 dans les rues de Johannesburg. Malgré les perturbations de la circulation et les cordons de sécurité, les citoyens voient dans ce sommet une occasion de démontrer la résilience du pays. On écoute. Parce que les autres pays sont unis. Nous voulons travailler ensemble. C'est le moment où l'Amérique doit voir que tous les pays peuvent agir sans que l'Amérique y participe. Donc c'est une bonne chose que les autres pays continuent sans lui. Nous espérons que quelque chose de positif viendra de cette réunion. Conflit en Ukraine, Washington propose aux belligérants un plan de paix en 28 points. Non-adhésion à l'OTAN, limitation de l'effectif militaire ukrainien et organisation d'élections dans les 100 jours qui suivent la signature de l'accord. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Le plan de paix de Donald Trump est la base qui régira désormais les négociations de paix concernant le conflit en Ukraine. Le plan du président américain, constitué de 28 points, a été transmis jeudi soir à la partie ukrainienne. Quels sont les points phares de l'initiative américaine ? Il est stipulé que la Russie n'envahisse pas les pays voisins, un scénario qui n'a jamais été envisagé par Moscou, qui accuse l'Occident d'en faire une stratégie de diabolisation. Les forces armées ukrainiennes seront limitées à 600 000 hommes et l'Ukraine devra inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. Il en est de même pour l'OTAN qui inscrira dans ses statuts que l'Ukraine n'adhérera pas à l'organisation à l'avenir. Ce point constitue la principale discorde entre Kiev et Moscou, Moscou refusant catégoriquement d'avoir une frontière ukrainienne avec l'OTAN, alors que Kiev insiste depuis plusieurs années pour intégrer l'organisation militaire. La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale avec à la clé la levée des sanctions, la réintégration du G8 et la mise en place d'un accord de coopération économique avec Washington. Moscou inclura par ailleurs dans la loi une politique de non-agression envers l'Ukraine. Autre point d'une importance majeure, Lugansk, Donetsk et la Crimée seront reconnus territoires russes par les États-Unis, une reconnaissance mettant l'Europe devant le fait accompli. L'Ukraine s'engage à organiser des élections présidentielles dans les 100 jours suivant l'accord, élections qui pourraient signer la fin du gouvernement ukrainien. Pour finir, toutes les parties belligérantes bénéficieront d'une amnistie totale pour leurs actions pendant le conflit et s'engageront à ne faire aucune réclamation ou dépôt de plainte à l'avenir. De son côté, l'Union européenne continuera de soutenir l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du sommet du G20 en Afrique du Sud, ajoutant que l'UE avait déjà imposé 19 séries de sanctions qui commenceraient, selon elle, à porter leurs fruits. Crise diplomatique entre Pékin et Tokyo. La position du Japon sur la construction de liens constructifs et stables avec la Chine ne changera pas. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la première ministre japonaise Sanae Takaichi. Des déclarations qui interviennent alors que les tensions entre la Chine et le Japon se sont intensifiées depuis que Takaichi a déclaré au Parlement qu'une hypothétique attaque chinoise contre Taïwan pourrait déclencher une riposte militaire de Tokyo. En ce qui concerne la Chine, à la fin du mois dernier, le président Xi et moi-même avons confirmé l'orientation générale visant à promouvoir de manière globale une relation stratégique et mutuellement bénéfique et à construire une relation constructive et stable. Il n'y a absolument aucun changement dans cette position. On reste au Japon. Une collectivité locale du centre-ouest du pays a approuvé vendredi la relance de la plus grande centrale nucléaire du monde. Étape clé dans le processus de remise en service du site après la catastrophe de Fukushima en 2011 qui avait entraîné la fermeture de tous les réacteurs japonais. Et on finit ce journal avec un peu d'art. Un autoportrait de l'artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu 54,66 millions de dollars jeudi aux enchères à New York, devenant ainsi le tableau le plus cher réalisé par une femme. Cette œuvre intitulée Le Rêve ou La Chambre bat le précédent record en la matière établi par un tableau de l'américaine Georgia O'Keeffe qui avait atteint la somme de 44,4 millions de dollars en 2014.
Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.